Nous viendrons nous asseoir là, Monsieur Poutine ici et moi là. Mais d'abord, nous pourrions nous rencontrer là-bas. Je pourrais venir de là ou descendre du balcon. Je préférerais que vous arriviez de là-bas pour la profondeur. Il y a un bar là-bas. D'un peu plus loin, oui, plus loin. Prêt? Je vais faire comme si on ne se connaissait pas, ou comme si on ne s'était pas vu depuis des mois. Action. Action. Dites-lui action en russe. J'ai perdu mon acteur principal. Action! Il est parti à un autre rendez-vous. Ah, le voilà. Café, monsieur? C'est très gentil, merci, monsieur le président. Comment allez-vous? Ça fait longtemps... Du sucre? Il n'y a pas de sucre. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois. Dans mon pays, l'Amérique, nous avons eu des élections. Je vous en félicite. Donald Trump l'a emporté. C'est votre 4e président américain, n'est-ce pas? Il y a eu M. Clinton, M. Bush, M. Obama et maintenant le 4e. Oui. Qu'est-ce qui va changer? Presque rien. C'est vraiment votre sentiment face à ces 4 présidents? Eh bien, la vie apporte son lot de changements. Mais la bureaucratie est très puissante partout, et plus encore aux États-Unis. C'est elle qui dirige le monde, en fait. Y a-t-il des ouvertures, des espoirs de changement avec M. Trump? Il y a toujours de l'espoir, tant qu'on n'est pas dans un cercueil. Ça, c'est très russe, très Dostoïevski. Vladimir Putin himself directed the covert cyber attacks. This is not just an attack against me and my campaign. This is an attack against our country. U.S. intelligence believes that the cyber attack on the email of the Democratic National Committee was ordered by the Russian president himself, Vladimir Putin. In early September, when I saw President Putin in China, I felt that the most effective way to ensure that that didn't happen was to talk to him directly and tell him to cut it out, and there were going to be some serious consequences if he didn't. Cette campagne a été très fortement critiquée. La version de l'Occident, c'est que la Russie s'est ingérée dans les élections au bénéfice de M. Trump. C'est une affirmation complètement idiote. Oui, nous avons exprimé notre sympathie à l'égard de M. Trump et nous continuons à le faire, parce qu'il a publiquement déclaré qu'il souhaitait rétablir de bonnes relations russo-américaines. Quand les journalistes des médias internationaux me posaient toutes sortes de questions pour tenter de me coincer, je leur retournais systématiquement la question en leur demandant s'ils étaient opposés à l'établissement de bons rapports entre les États-Unis et la Russie. Bien sûr, il reste à voir comment ces relations vont évoluer dans la pratique. M. Trump a parlé du rétablissement des liens économiques, de la lutte commune contre le terrorisme. Qu'y a-t-il de mal à cela? Oui, dans ce cas, pourquoi avoir pris la peine de pirater l'élection? Nous n'avons absolument pas piraté l'élection. Il est difficile d'imaginer qu'un pays, même un pays comme la Russie, puisse influencer une campagne électorale et ses résultats. À mon avis, le fait que quelques hackers non identifiés aient révélé des problèmes internes au Parti démocrate n'a pas eu un grand impact sur le déroulement de la campagne. Pas plus que sur les résultats. Oui, les hackers ont dévoilé des tensions au sein du Parti démocrate, mais ce n'était pas de fausses informations. La présidente du Comité national démocrate a tout de même donné sa démission. Cela montre bien qu'elle ne contestait pas la véracité des faits exposés. Les hackers n'y sont pour rien. Ce sont des problèmes internes aux États-Unis. Les personnes qui ont essayé de manipuler l'opinion publique ne devraient pas présenter la Russie comme un ennemi. Elles auraient dû s'excuser auprès des électeurs, mais elles ne l'ont pas fait.
Manifestement, le peuple américain souhaite voir de grands changements dans les domaines de la sécurité, de la lutte contre le chômage et dans la création de nouveaux emplois dans le pays. Sadly, the American dream is dead. Il y a aussi la défense des valeurs traditionnelles, car les États-Unis restent dans une large mesure une nation puritaine, surtout l'Amérique profonde. Donald Trump et son équipe ont mené une campagne très intelligente. Ils savaient précisément où aller chercher leurs électeurs. Ils ont identifié les États qui pouvaient leur apporter le plus d'électeurs. J'ai regardé ses discours pendant la campagne électorale et je trouvais que, sur certains points, il allait vraiment trop loin. Mais au final, il s'est avéré qu'il a eu raison. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Build that wall. Build that wall. Il a réussi à trouver la corde sensible dans le cœur des gens et il a su en jouer. Personne ne peut mettre en doute les résultats de ces élections. Au lieu de chercher des raisons extérieures à leur défaite, les perdants devraient en tirer les conséquences, remettre en question leurs actions et leur travail. Ce qui est navrant, c'est que l'équipe sortante a miné le terrain derrière elle. Elle a créé un environnement tel qu'il va lui être extrêmement difficile de tenir les promesses faites au peuple. Mais en vérité, nous n'attendons rien de révolutionnaire. Trump lui-même a dit que les Russes avaient piraté les élections. Je cite, As far as hacking, I think it was Russia, but I think we also get hacked by other countries and other people. Je ne comprends pas ce qu'on peut dire par cette formule « la Russie a piraté ». J'ai entendu d'autres analyses. On sait que les technologies actuelles permettent à n'importe qui de pirater des données depuis n'importe où. On peut le faire depuis son lit avec un ordinateur sur les genoux. Et puis, il est possible de brouiller le trafic de sorte que personne ne puisse identifier exactement l'origine géographique de ces attaques. If Putin likes Donald Trump, guess what, folks? That's called an asset, not a liability. Now, I don't know that I'm going to get along with Vladimir Putin. I hope I do, but there's a good chance I won't. And if I don't, do you honestly believe that Hillary would be tougher on Putin than me? Does anybody in this room really believe that? c'est quand même du jamais vu. Les deux principaux partis américains, les agences de renseignement, la CIA, le FBI, la NSA, les responsables politiques de l'OTAN, tous croient à cette histoire de piratage de la campagne par la Russie. C'est énorme. Non, ce n'est pas tout à fait correct. Vous avez sans doute lu ce qui a été écrit à ce propos, en tout cas les rapports officiels. Vous avez lu le rapport de 25 pages? Oui, je l'ai lu. It details Russian cyber attacks against not just the Democratic National Committee, but the White House, the Joint Chiefs of Staff, the State Department, even American companies. Some hacks successful, others thwarted. L'un des services de renseignement dit que l'ingérence de la Russie est hautement probable. L'autre estime que cette probabilité n'est pas si haute que ça. Leurs conclusions sont basées sur des analyses de la situation, pas sur des faits. Il n'y a rien de concret. Ça me rappelle la façon dont se construit une aversion contre un groupe ethnique, comme l'antisémitisme par exemple. Les antisémites vont toujours blâmer les juifs pour leurs propres échecs. Certaines personnes ont la même attitude envers la Russie. Ils la rendent responsable de tous leurs maux. Le sénateur McCain, par exemple, pas plus tard qu'hier, a proposé un veto du Sénat pour empêcher Trump de lever les sanctions, par anticipation. Vous savez, aux États-Unis, il y a beaucoup de sénateurs comme lui. Malheureusement. Putin is a killer. There was no moral equivalence between the United States and Putin's Russia. I repeat, there is no moral equivalent between that butcher and thug and KGB colonel and the United States of America, the country that Ronald Reagan used to call a shining city on a hill.
À vrai dire, il m'est assez sympathique. Non, je ne plaisante pas. J'apprécie son patriotisme, sa cohérence dans la défense des intérêts de son pays. Vous savez, à l'époque de la Rome antique, il y avait un sénateur nommé Marcus Porcius Cato, Caton l'Ancien, qui terminait tous ses discours par cette phrase « Carthage doit être détruite ». Carthage doit être détruite. Ceux qui partagent les convictions du sénateur dont vous venez de parler vivent dans un monde révolu. Ils ne veulent pas aller de l'avant. Ils ne veulent pas comprendre que le monde change très vite. Ils ne voient pas les menaces réelles. Le passé les tire en arrière. D'un autre côté, nous avons soutenu le combat des États-Unis pour leur indépendance, et nos deux pays ont été alliés pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous faisons face aux mêmes défis. Le terrorisme international, la pauvreté dans le monde et la dégradation de l'environnement, qui est une vraie menace pour toute l'humanité. Nous avons accumulé tellement d'armes nucléaires qu'elles sont devenues un danger pour le monde entier. Nous devrions y réfléchir. Nous avons des problèmes à résoudre. La Russie a été accusée de traîtrise extrême. C'est une accusation qui est reprise sans arrêt dans les médias, à tel point que plus personne ne pense à la remettre en question. La Russie a piraté les élections. Beaucoup de gens disent que le Kremlin tient Trump à sa merci, que le président a une dette envers lui. Vous voyez bien où ça nous mène. La situation est impossible, très délicate pour M. Trump, s'il a vraiment l'intention de redéfinir les rapports avec la Russie. Je l'ai dit, je le répète, cette prétendue influence sur les résultats des élections américaines est un mensonge. Ce mensonge est diffusé aujourd'hui pour un certain nombre de raisons. Pour compromettre la légitimité du président Trump, pour empêcher la normalisation de nos relations et pour créer des instruments supplémentaires pour la lutte politique intérieure. Si on considère les choses sous cet angle, les relations russo-américaines ne sont qu'un instrument au service de rivalités politiques intestines. Beaucoup de gens sont agacés. Ils pensent que ces accusations sont infondées. Et ils sont d'accord avec Julian Assange, qui connaît bien la question depuis 2006. We can say, we have said repeatedly over the last 2 months that our source is not the Russian government and it is not a state party. Nous savons qu'un grand nombre d'Américains ne croient pas à ces mensonges, et nous en sommes heureux. Mais certaines personnes instrumentalisent ces idées pour servir leur cause, et nos réfutations ne vont pas les arrêter. Au contraire, ils vont utiliser nos contre-arguments pour poursuivre leur lutte avec les mêmes moyens. Nous connaissons leur stratagème. Il me semble que si vous connaissez leur stratagème, vous pourriez au moins faire quelques déclarations sur cette cyberguerre, entrer dans le détail, dire pourquoi ce n'est pas possible, pourquoi il y aurait dû y avoir une trace. Il y a quand même des voies à explorer. On dirait que la Russie n'a pas envie de se défendre de ces accusations, qu'elle laisse passer la tempête en disant qu'elle a autre chose à faire. Vous avez bien compris. Nous sommes indifférents à ces accusations parce qu'en réalité, elles ne nous concernent pas. C'est un problème de politique intérieure américaine. Je le répète, j'aimerais qu'on m'entende. Ces hackers, quels qu'ils soient, n'ont pas pu avoir un grand impact sur le déroulement de cette campagne. Ils n'ont fait qu'étaler au grand jour des problèmes internes de la vie politique américaine. Ils n'ont pas menti. Ils n'ont rien inventé. Quelle importance d'où ils viennent, qu'ils soient de Russie, d'Asie, d'Amérique latine, ou peut-être d'Afrique. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part dans le cyberespace de preuves que la Russie pourrait produire pour sa défense? Il n'y a aucune preuve démontrant que nous aurions quoi que ce soit à nous reprocher. Et c'est la plus grande preuve de notre innocence. Même les rapports dont vous venez de parler, les rapports de la CIA, de la NSA, ne contiennent rien de concret. Ce ne sont que des allégations et des suppositions. Soit. Donc vous attendez que ça se tasse. En même temps, M. Trump a plus d'une fois appelé à une reprise américaine de la production d'armes, à la fois nucléaires et conventionnelles, ce qui est une absurdité pour moi. Comment l'Amérique peut-elle dépenser plus que ce qu'elle dépense déjà?
Les États-Unis dépensent davantage pour leur défense que tous les pays du monde réunis. Je pense que les contribuables américains devraient y réfléchir. Il y a d'autres problèmes dans ce pays. La santé, l'éducation, les retraites, l'assistance sociale, enfin la dette publique qui s'élève à près de 20 000 milliards de dollars. Les militaires ne se satisfont jamais des moyens que l'État met à leur disposition. Croyez-moi, chez nous aussi, il y a les mêmes débats. Avez-vous espoir de rencontrer M. Trump dans les mois qui viennent? Oui, nous allons certainement nous rencontrer à un moment donné. De notre côté, nous ne précipitons rien. Pour le moment, le nouveau président américain travaille avec ses partenaires à définir ses priorités. Il travaille avec les services secrets, les militaires, le département d'État et également avec le Parti républicain. Et puis il devra aussi compter avec les démocrates. Mais quand son gouvernement sera prêt à travailler avec nous, nous répondrons présents. Mais comment allez-vous travailler avec les agences de renseignement si ces mêmes agences disent que la Russie a piraté les élections? On est dans l'impasse. Non, ce n'est pas une impasse. C'est une question de volonté humaine. Si M. Trump demandait la déclassification de tous les dossiers concernant l'Ukraine ou la Syrie pour voir la genèse de ces problèmes, est-ce que ce serait possible pour qu'il change sa façon de voir les choses? Je pense que c'est possible. Mais comme je l'ai déjà dit, il aura une très faible marge de manœuvre. Nous comprenons ces contraintes. Cela étant, j'espère vraiment qu'après avoir étudié attentivement les dossiers, il se forgera sa propre opinion sur toutes ces questions. J'espère que nous allons trouver des points de compréhension mutuelle. Nous devons entamer un dialogue substantiel avec nos partenaires américains, au niveau du département d'État, des services secrets, mais aussi du Conseil de sécurité. Les déclarations publiques, américaines ou russes, ne suffisent pas. Nous souhaitons entendre l'argumentaire des Américains dans un dialogue constructif et professionnel. Et nous voulons que nos arguments aussi soient entendus. À quand le prochain G20? Probablement en été, en juillet, je crois. Ce sera donc votre première rencontre. Oui, sans doute. Vous avez eu 2 conversations téléphoniques avec lui? Oui, nous en avons eu une avant l'investiture et une autre après. J'imagine que vous avez abordé la question du terrorisme. Nous avons parlé de la lutte contre le terrorisme. Nous avons évoqué la question de la Corée du Nord, le désarmement nucléaire, l'Ukraine. Bien, je vois. Est-ce qu'il y a eu une ingérence américaine dans les élections de 2012 en Russie? Des ingérences, il y en a toujours eu. En 2012, mais aussi en 2000. En 2012, elles ont été particulièrement agressives. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je peux simplement citer un exemple. Nos partenaires américains sont au courant, nous en avons parlé avec messieurs Kerry et Obama. On avait du mal à croire que des diplomates étrangers puissent s'immiscer de façon aussi agressive dans une campagne électorale à l'intérieur même de la Russie. We have programs both inside Russia and outside Russia to work with those Russian activists who want to work with us to try to strengthen rule of law, to try to strengthen a free press. We have a large number of Russian journalists who've actually fled Russia now, who are working with us and with others in Europe to try to ensure there is independent Russian language news going back into the country. We also work on LGBT rights and other things inside Russia with those who want to work with us. Les Américains organisaient des réunions avec l'opposition russe, ils les finançaient. Ils se rendaient à des meetings de l'opposition, etc. Ce n'est pas le rôle des services diplomatiques.
Ils sont censés œuvrer au rapprochement des États. Les ONG, oui, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, indépendamment de leur pays d'origine. Mais le problème avec les ONG, c'est qu'elles sont souvent financées par des structures contrôlées directement ou indirectement par le département d'État américain. Ces ONG sont présentes dans toute la zone post-soviétique, en Europe de l'Est et dans beaucoup d'autres pays, y compris en Afrique et en Amérique latine. Bien. Est-ce qu'il y a eu une cyber-ingérence dans les élections de 2012? À vrai dire, je ne m'y suis pas particulièrement intéressé. Nous suivons notre propre agenda. Il me semble que beaucoup de nos partenaires vivent dans leur monde et ne comprennent pas ce qui se passe vraiment dans les autres pays, et notamment en Russie. Clarifions un peu les choses. La cyberguerre est arrivée dans nos vies depuis quelques années. We have entered into a new phase of conflict in which we use a cyber weapon to create physical destruction. Dans mon film Snowden, il y a une scène, je la tiens de Snowden lui-même, où il se trouve au Japon. NSA wanted to impress the Japanese, show them our reach. They were not as thrilled to learn that we wanted them to help us spy on the Japanese population. They said it was against their laws. Of course, we tapped the entire country anyway. And we didn't stop there. Once we owned their communication system, we started going after their physical infrastructure. We'd slip these little sleeper programs into power grids, dams, hospitals, and the idea was if the day came when Japan was no longer an ally, it'd be lights out. And it wasn't just the Japanese. We were planning malware in Mexico, Germany, Brazil, Austria. I mean, China, I can understand, or Russia, or Iran, Venezuela, okay, but Austria? You're also being ordered to follow most world leaders and heads of industry. You know, you're tracking trade deals, sex scandals, diplomatic cables to give the U.S. an advantage in negotiations at the G8, or leverage over Brazilian oil companies, or helping to oust some third world leader who's not playing ball. And ultimately, the truth sinks in that no matter what justification you're selling yourself, this is not about terrorism. Terrorism is the excuse. This is about economic and social control. And the only thing you're really protecting is the supremacy of your government. Les Américains ont des intérêts un peu partout. Ils doivent être présents dans le monde entier. Les 600 milliards dépensés par le Pentagone, ce n'est pas la totalité du budget alloué à la sécurité et à la défense. Si moi-même je sais qu'il existe des logiciels malveillants infiltrés dans les infrastructures japonaises pour détruire des centrales électriques, des chemins de fer et mettre tout un pays au point mort, j'imagine que les Russes sont bien mieux renseignés que moi là-dessus. Ça fait belle lurette qu'ils ont pris la mesure du danger et qu'ils y travaillent pour préserver la Russie d'une telle menace. La Russie qui serait une cible désignée. Vous n'allez sûrement pas me croire, mais à partir des années 1990, nous sommes partis du principe que la guerre froide était terminée. Nous avons estimé qu'il n'y avait aucun besoin de prendre des mesures de protection supplémentaires parce que nous considérions que nous faisions partie intégrante de la communauté internationale. Et jusqu'à récemment, nous n'avions pratiquement pas de matériel propre, fabriqué en Russie. Nos entreprises publiques, nos organismes d'État et nos administrations importaient à tout va, qu'il s'agisse d'équipements informatiques ou de logiciels. Nous utilisons énormément de matériel provenant d'Europe et des États-Unis, même au sein des services secrets et du ministère de la Défense. Mais il y a quelque temps, nous nous sommes rendus compte du danger que cela pouvait représenter. Nous nous sommes posé la question: comment garantir notre indépendance technologique et notre sécurité? Bien évidemment, nous réfléchissons à tout cela et nous prenons les mesures qui s'imposent. En temps réel, si Snowden peut dire les États-Unis ont fait ça à un de leurs alliés en 2007, en l'occurrence le Japon, s'ils peuvent introduire des logiciels malveillants chez leurs alliés, alors on peut se demander de quoi ils sont capables avec des pays comme la Chine, la Russie, l'Iran.
Vous voyez ce que je veux dire? La Russie savait forcément dès 2007 que les États-Unis utilisaient ces techniques, même s'ils se refusent à l'admettre. Il est désormais connu qu'en 2010, ils ont réussi à implanter le virus Stuxnet en Iran. Bien sûr, nous le savons très bien. By the fall of 2010, the consensus was that Iran's top-secret uranium enrichment plant in Natanz was the target, and that Stuxnet was a carefully constructed weapon designed to be carried into the plant on a corrupted laptop or thumb drive, then infect the system, disguise its presence, move through the network changing computer code, and subtly alter the speed of the centrifuges without the Iranians ever noticing. Sabotage by software. La Russie a-t-elle connu des cyberattaques dès 2007 ou même 2006, 2005? Avant, on n'y prêtait pas vraiment attention. Il y avait même des observateurs américains dans nos usines nucléaires, là où on produisait nos armes nucléaires. Oui, oui. Jusqu'en quelle année? Je ne me souviens pas exactement. Peut-être jusqu'en 2006. La Russie a fait preuve d'une immense ouverture et d'une confiance exceptionnelle. Malheureusement, personne n'a su le reconnaître et l'apprécier. Quand la Russie a-t-elle commencé à renforcer ses cybercapacités? Le processus a commencé il y a un certain temps, en même temps que beaucoup d'autres. Il a fallu combler notre retard sur le reste du monde. Mais nous avions des bases solides. En Russie, le niveau d'éducation est très élevé. Il existe d'excellentes écoles de mathématiques. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires annuel de certaines entreprises russes dépasse les 7 milliards de dollars. Elles sont devenues très compétitives sur le marché des logiciels. Et les fabricants de matériel, de hardware, ne sont pas en reste. C'est un secteur très dynamique. Certains fabriquent ce qu'on appelle des superordinateurs. J'imagine que la Russie est prise dans une sorte de course avec les États-Unis, une bataille secrète par rapport à la cyberguerre, non? Que les États-Unis font des tentatives contre la Russie et que la Russie essaie de se défendre en contre-attaquant. Eh bien, chaque action entraîne une réaction. Il est bizarre, non, sur ce sujet, comme s'il avait quelque chose à se reprocher. On dirait un renard qui vient de sortir du poulailler. Hélas, il n'y avait pas de poule dans le poulailler. Il y a quelques semaines sur RT, j'ai vu un reportage qui n'a pas eu de suite et qui a disparu au bout de 2 jours. Il disait que plus de 20 pays avaient été victimes d'une attaque botnet sur leur système bancaire. En Russie, 6 grandes banques. C'est d'une telle ampleur qu'on a émis l'hypothèse, c'était après les élections, qu'il ait pu s'agir d'une attaque des États-Unis contre la Russie. Два крупнейших российских розничных банка ВТБ-24 и Альфа-банк сегодня подверглись мощной хакерской атаке. На прошлой неделе также был атакован сайт Центрального банка. Сбербанк, Альфа-банк признал Банк Москвы, Росбанк и Московская биржа. Началась она 8 числа, 8 ноября, в общем-то, в канун выборов в США. Нет, он не исчез. Non, le reportage n'a pas disparu. On savait qu'une telle attaque était en préparation. Ce n'était pas une certitude absolue. Mais pour prendre leurs précautions, les représentants des banques ont contacté les médias ainsi que leurs clients. Ils ont prévenu les citoyens de l'éventualité de ces attaques et les ont appelés à ne pas s'inquiéter, à ne pas se ruer dans les banques pour retirer leur argent. Mais nous n'affirmons pas que cela venait des États-Unis. Nous n'en avons aucune preuve. C'est une affaire énorme. Vous avez d'abord M. Biden qui dit « Nous attaquerons la Russie comme elle nous a attaqués pendant ces élections ». We're sending a message. We have the capacity to do it, and he'll know it. And it'll be at the time of our choosing, and under the circumstances that have the greatest impact. Relayé par M. Obama. I think there is no doubt that when any foreign government tries to impact the integrity of our elections, that we need to take action, and we will, at a time and place of our own choosing. Some of it may be explicit and publicized, some of it may not be. But Mr. Putin is well aware of my feelings about this because I spoke to him directly about it.
C'est insensé. Ce sont des mots qui pèsent lourd de la part du vice-président puis du président. Ce sont des gens sérieux. Il s'est bien passé quelque chose avant l'investiture de M. Trump. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de temps. Or, le mandat de l'administration précédente touchait à sa fin. Il ne lui restait pas beaucoup de temps. À vrai dire, et sans vouloir vexer qui que ce soit, les événements de cette fin de mandat m'ont rappelé le fonctionnement du Politburo du Parti communiste de l'Union soviétique. Ses membres passaient leur temps à se décerner des décorations et autres médailles. C'était vraiment ridicule, cette manie de s'octroyer entre eux des titres honorifiques. Quand j'ai vu qu'il se passait la même chose aux États-Unis, j'ai compris qu'ils n'avaient plus le temps de prendre des décisions sérieuses. Vous en riez, mais au vu des fortunes que nous avons investies dans la cyberguerre et le commandement de la cyberdéfense, il me semble que le danger est réel. J'ai l'impression que vous minimisez l'affaire parce qu'en effet, il s'est passé quelque chose, mais que vous ne voulez pas en parler, parce que les relations ne sont pas faciles en ce moment. Vous êtes déçu par l'échec des États-Unis ou vous regrettez que l'argent des contribuables américains ait été dépensé de cette manière? Non, je pense surtout que la cyberguerre peut déboucher sur une vraie guerre, j'en suis convaincu. Par le passé, le virus Stuxnet, par exemple, a bien failli déchaîner une tempête à l'échelle mondiale. Je pense que tout ça est très dangereux et que nous jouons avec le feu. En effet, c'est dangereux. Je sais. Manifestement, vous avez des informations sensibles et je comprends que vous n'ayez pas envie de les divulguer. Est-ce qu'on va pouvoir faire face à ce qui nous attend? Ce qui s'est passé en Iran pourrait être aussi grave que ce qui s'est passé en 1945 à Nagasaki et Hiroshima et qui a marqué le début d'une nouvelle ère. Ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki est une page tragique de l'histoire de l'humanité. On a ouvert la boîte de Pandore. Selon nos experts, le recours à l'arme nucléaire n'avait aucune utilité du point de vue militaire. Le Japon était au bord de la défaite. Mais cette comparaison entre l'Iran et le Japon me semble quand même exagérée. Là où je suis d'accord avec vous, c'est lorsque vous dites que si nous n'instaurons pas des règles dans ce domaine, les conséquences de ces actes peuvent être très graves, voire tragiques. Pour moi, c'est une guerre secrète. On ne sait pas qui l'a commencée, si elle se fait par procuration, via d'autres pays, si la Corée du Nord a bien piraté Sony, par exemple, comme le dit la rumeur. Mais si toutes les lumières s'éteignaient en Russie, ce serait aussitôt la panique, de même qu'aux États-Unis, on ne pourrait pas identifier l'agresseur. Il est presque impossible de semer la panique chez les citoyens russes. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, les économies les plus avancées sur le plan technologique sont les plus vulnérables aux attaques de ce type. Mais en tout état de cause, cette compétition recèle de nombreux dangers. En la matière, des règles du jeu sont indispensables. Je ne voulais pas en parler, mais vous me forcez à le faire en m'arrachant des réponses. Il y a 1 an et demi, à l'automne 2015, nous avons adressé une offre à nos partenaires américains. Nous leur avons proposé de creuser tous ces sujets et de conclure un traité sur les règles de conduite dans ce domaine. Les Américains n'ont pas répondu. Vous allez pouvoir ouvrir le dossier avec M. Trump. Certainement. Nous devons ouvrir une nouvelle page dans les relations russo-américaines. John Reed, le seul Américain enterré au Kremlin, joué par Warren Beatty dans le superbe film Reds. Il a écrit sur la Révolution, il était en Russie en 1917-1918. Il était très attaché au socialisme. C'est lui qui a créé le Parti communiste américain. Ce n'était pas un méchant, c'était quelqu'un de profondément idéaliste. Le mouvement ouvrier traversait alors une période de grève très dure. Il se heurtait à l'opposition des grandes entreprises. Pour beaucoup de gens, c'est un héros. Bien sûr, il était contre la Première Guerre mondiale, comme de nombreux pacifistes, des gens bien. Après la Première Guerre mondiale, il y a eu la Révolution russe, il a fait des analyses intéressantes sur le rôle des empires.
Nous arrivons maintenant près du mausolée de Lénine. Je l'ai visité il y a des années, mais on n'a pas le droit d'y entrer aujourd'hui, ni de le photographier. Ce qui était intéressant à ce sujet, c'est qu'en 2017, on fête le centenaire de la Révolution. C'est un grand événement. Beaucoup de gens vénèrent Lénine ici. Il a sa statue dans beaucoup de villes de l'ex-Union soviétique. En même temps, depuis la chute du communisme en 1991 et les souffrances que la population a endurées, ils ont des sentiments assez ambivalents. Ils se demandent s'il faut lui rendre hommage à l'occasion du centenaire. Le moment est peut-être venu de le laisser partir. Si son karma est ici, dans ce tombeau, à sa place, je ne serais pas content d'apprendre que je vais rester 100 ans de plus coincé là, sous le regard de tout le monde. On a droit à une pause pour partir en quête d'un nouveau karma. Quand on entre là-dedans, c'est très austère, c'est très silencieux. Il y a un gardien en permanence ou deux. Personne ne vous presse comme dans d'autres endroits de ce type. Vous pouvez prendre votre temps, regarder, méditer. C'est une expérience très forte. Brejnev, Félix Dzerzhinsky, Yuri Andropov. Beaucoup de gens les considèrent comme les plus grands méchants de l'histoire, aux côtés de Hitler, Joseph Staline. Pour les gens de gauche, pour qui le communisme signifiait une amélioration de la condition ouvrière, Staline a été une catastrophe. Il a souillé l'idéal communiste à jamais. C'est une histoire de sang et de terreur. Mais il a joué un rôle essentiel pendant la Seconde Guerre mondiale et il a été un proche allié des États-Unis pendant le conflit. Et M. Trotsky, où est-il? Pas de Trotsky ici. Staline a réussi à effacer la mémoire de Trotsky, qui a fini assassiné au Mexique par ses agents. Allons-y. À propos de Staline, vous l'avez critiqué. Bien sûr, son action est largement condamnée à travers le monde. Mais en même temps, nous savons tous qu'il a conduit l'URSS à la victoire contre l'Allemagne, contre le fascisme. Qu'est-ce que vous inspire cette ambivalence? Je pense que vous êtes quelqu'un de très rusé. Pourquoi? On peut en reparler demain, si vous voulez. Non, non, non. Je peux répondre maintenant. Vous savez, l'un des personnages politiques majeurs du XXe siècle, Winston Churchill, était un anti-soviétique convaincu. Mais lors de la Seconde Guerre mondiale, il a tout fait pour préserver l'alliance avec l'URSS et il qualifiait Staline de remarquable chef militaire et grand révolutionnaire. À la fin du conflit, c'est Churchill qui, comme vous le savez, a initié la guerre froide. Et quand l'URSS a réalisé ses premiers essais nucléaires, c'est encore Churchill qui a proclamé la nécessaire coexistence de deux systèmes. C'était un homme très souple, qui savait s'adapter. Mais je pense qu'au fond de lui, son opinion envers Staline n'a jamais varié. Staline était un pur produit de son époque. Qu'on le diabolise à l'extrême ou qu'on glorifie ses mérites dans la victoire sur le nazisme. Quant à sa diabolisation, dans l'histoire britannique, il y a un personnage célèbre, Oliver Cromwell. C'était un homme avide de sang qui a été amené au pouvoir par une vague révolutionnaire et qui s'est transformé en tyran et en dictateur. Et pourtant, en Grande-Bretagne, il y a des statues de lui partout. Et Napoléon, lui, il est déifié. Or, qu'a-t-il fait? Il est arrivé au pouvoir grâce à la Révolution, mais il a rétabli la monarchie et s'est même proclamé empereur. Il a mené la France à la catastrophe, à la défaite totale. Dans l'histoire mondiale, on trouve bon nombre de personnages et de situations semblables.
Je crois que la diabolisation excessive de Staline est un moyen d'attaquer l'Union soviétique et la Russie. De dire que la Russie actuelle porte encore les stigmates du stalinisme. Nous portons tous des traces de notre passé, et alors? Ce que je veux dire, c'est que la Russie a complètement changé, même s'il reste sans doute quelque chose du passé dans les mentalités. Mais pour autant, il ne faut pas oublier les atrocités du stalinisme, la mort de millions de nos compatriotes dans les camps. C'est une figure complexe de notre histoire. Vos parents l'admiraient, non? Bien sûr. Je pense qu'une écrasante majorité de citoyens soviétiques admiraient Staline. Quand sont morts vos parents? Ma mère est morte en 1998 et mon père en 1999. Ils étaient fiers de vous? Oui. Est-ce qu'ils auraient pu s'imaginer qu'un jour... Oui, c'est vrai. Mon père est décédé 2 mois avant ma nomination au poste de Premier ministre. Mais en même temps, avant cette nomination, lorsque je lui rendais visite à l'hôpital, il disait au personnel médical, « Regardez, voilà mon président qui arrive. » Mon président, c'est touchant. Les Américains vous reprochent d'avoir créé un système centralisé, autoritaire, ce qu'ils appellent un capitalisme oligarchique d'État. En même temps, ils aimaient bien la Russie des années 1990, où les oligarques prospéraient avant votre arrivée. Vous en avez neutralisé certains, vous me l'avez raconté. Vous les avez réunis à Moscou en insistant sur le fait qu'ils portaient une responsabilité vis-à-vis du peuple et de l'État. Les élites occidentales disent que vous avez mis vos propres oligarques au pouvoir ces 15 dernières années, tandis que les autres, les anciens, sont bien installés dans des villes comme Londres. Ils admettent avoir accumulé de grandes richesses, mais ils disent aussi que c'est vous qui avez fait cette richesse et que vous en avez pris votre part. Ils disent que vous êtes en réalité l'homme le plus riche du monde. Au même titre que Rockefeller, Morgan ou Onassis. Cela vous fait sourire, tant mieux. Mais en tant que chef de votre peuple, comme Chavez ou Castro ou d'autres encore qui ont été accusés de corruption, pourriez-vous d'une certaine manière être plus transparent sur votre fortune personnelle? La vérité, c'est que je ne possède pas la fortune qu'on m'attribue. Je me souviens que lorsque j'ai déménagé de Saint-Pétersbourg à Moscou, j'ai été frappé par le nombre d'escrocs qui se trouvaient dans la capitale. J'ai été encore plus surpris par leur comportement et j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire. Ces gens n'avaient aucun scrupule. Qu'est-ce que l'oligarchie? C'est la fusion entre le pouvoir et l'argent. L'objectif des oligarques est d'influer sur les décisions des autorités afin d'accroître toujours davantage leur fortune. Ma tâche était de séparer l'argent et le pouvoir. En 2008, l'année de la crise, j'ai été surpris par le comportement admirable de nombreux chefs d'entreprise, y compris du secteur privé, que je ne connaissais pas personnellement. Ils ont d'eux-mêmes pris en charge une grande partie des responsabilités. Ils ont tout fait pour maintenir leur société à flot, pour garder leur personnel. Ils ont risqué leurs capitaux. J'espère que c'est dans ce cadre-là, en accord avec la législation existante, que nous allons continuer à développer le secteur privé. Mais je pense qu'aujourd'hui, le problème de la présence des oligarques au pouvoir n'est pas aussi critique que dans les années 1990 ou au début des années 2000.
Aujourd'hui, nous avons un autre objectif, beaucoup plus important. Réduire l'écart entre les plus riches et les personnes à petits revenus. En 2000, près de 40 millions de personnes vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, ce chiffre est encore très important, mais il a été divisé par 2. Pour ce qui est des oligarques, ce n'est plus un problème d'actualité, selon moi. Donc pas de compte en banque à Chypre? Non, et il n'y en a jamais eu. Ce sont des inepties. Si ce genre de compte existait, ils auraient été signalés depuis longtemps. Je sais d'expérience que je m'amuserais beaucoup plus si j'étais riche. Vous savez, à mon sens, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Oui, qu'est-ce que vous en feriez aujourd'hui, dans un contexte de crise, avec tous ces actifs qu'il faudrait préserver, déplacer, etc. Ça ne vous apporterait que des migraines. Vous êtes beaucoup plus riche que bien des gens dont le compte en banque est plus garni que le vôtre. Parce que vous avez votre opinion bien à vous. Vous avez du talent. Vous avez la possibilité de vous en servir pour laisser votre empreinte dans l'histoire. L'argent ne donne pas ce genre de bonheur. On ne peut pas emporter sa fortune dans sa tombe. Si vous vous présentez de nouveau en 2018 et que vous l'emportez, vous serez au pouvoir pour 6 ans de plus, jusqu'en 2024. Ce qui ferait un total de 24 ans en tant que président et Premier ministre. Plus longtemps que Roosevelt, mais moins que Castro, qui approchait les 50 ans de pouvoir, et pas loin de Staline, qui a fait plus ou moins 30 ans, enfin, disons 27 ans. Cela ne vous fait pas peur? Est-ce qu'il n'y a pas une routine qui s'installe? Le pouvoir ne déforme-t-il pas votre regard? Pensez-vous que la Russie ait besoin de vous à ce point? Ne peut-on pas imaginer une saine concurrence entre de potentiels successeurs à l'intérieur du système? Le parti unique en Chine est un bon exemple de concurrence à l'intérieur du parti. Les successeurs font leurs armes au fil des ans dans les structures du parti dans différentes provinces. L'Union soviétique testait aussi ses dirigeants de cette manière. Mais ils ont quand même provoqué la fin du régime. Ce n'est donc pas une question de sélection. Pour revenir à votre question, est-ce que la Russie a besoin de quelqu'un ou pas? C'est à la Russie elle-même d'en décider. Quant à l'alternance du pouvoir, elle est nécessaire. Évidemment, il faut qu'il y ait une saine compétition dans ce processus. Mais ce sont des gens dévoués à la nation qui doivent y participer. Au final, je le répète, ce sont les citoyens russes qui choisiront leurs dirigeants. Au sujet des élections de 2018, c'est un domaine où il est bon de conserver un certain suspense. Je ne vais donc pas donner de réponse complète à votre question. Je comprends. J'ai dit si. Dans ce domaine, il n'y a pas de conditionnel. Si... excusez-moi. Bien sûr, la démocratie, quelle que soit la définition qu'on lui donne, a des défauts. Et le système américain est loin d'être parfait. On sait que l'argent achète le pouvoir en Amérique. Le système russe non plus n'est pas parfait. Il est peu probable que les prochaines élections parviennent à convaincre le monde que la Russie est bel et bien une démocratie. À moins qu'on fasse venir des observateurs internationaux comme M. Chavez l'a fait au Venezuela, où le processus est devenu véritablement transparent. Vous croyez vraiment que nous éprouvons le besoin de prouver des choses à qui que ce soit? Notre objectif est de rendre notre pays plus fort. C'est un argument dangereux. Il est à double tranchant. Ceux qui abusent du pouvoir disent toujours que c'était une question de survie. Ce n'est pas une question de survie. Et nous ne cherchons absolument pas à nous justifier.
Vous avez évoqué le passé soviétique et l'histoire impériale de la Russie. Effectivement, il faut tenir compte de tous les éléments négatifs du passé, mais aussi des éléments positifs. La Russie est un pays millénaire. Elle a ses traditions, sa conception de la justice, sa vision de ce qui est un pouvoir efficace. Le sujet, ce n'est pas la survie d'un système ou le fait qu'un individu s'accroche au pouvoir ou que je le fasse moi-même. Ce qui compte, c'est d'assurer la croissance économique, la qualité de vie des citoyens russes. C'est d'améliorer notre système de défense, de faire en sorte que tout cela fonctionne au quotidien, et pas seulement en temps de crise. Monsieur Poutine, je ne doute pas un instant de votre amour pour votre pays et de votre fierté à le servir. Il est clair que vous êtes un digne fils de la Russie et que vous l'avez bien servi. Mais je pense que nous connaissons tous le prix du pouvoir. Quand on y reste trop longtemps, on a le sentiment que le peuple a besoin de vous. Mais entre-temps, on a changé, parfois sans même nous en rendre compte. C'est effectivement quelque chose de très dangereux. Si la personne au pouvoir s'aperçoit qu'elle a perdu ce lien, cette proximité avec le pays, c'est qu'il est temps pour elle de partir. D'accord. Bon. Il est quelle heure? C'est l'heure. Merci, Monsieur Poutine. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir pris tout ce temps. Merci pour vos questions. Merci pour votre persévérance. Ça vous est déjà arrivé dans la vie de vous faire taper dessus? Oh oui, j'ai déjà pris des coups. Alors ce ne sera pas nouveau pour vous. On vous fera souffrir pour ce que vous avez fait. Oh oui, bien sûr, je le sais, mais ça en vaut la peine. Si ça peut apporter un peu de paix, aider à une prise de conscience. Merci beaucoup. Revenez en Russie. Je n'y manquerai pas. Il faut vraiment aller à Saint-Pétersbourg. Le meilleur moment, c'est pendant les nuits blanches. Notre partenaire américain, c'est son expression préférée. Il n'a pas arrêté de dire ça. Thank you, Dimitri. Yeah, next time it'll be relaxing. Merci à tous. Good luck with the military. Bonne chance avec l'armée ce soir et prenez un peu de repos après ça. Merci. Vous aussi, vous en aurez besoin.